Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de Karl Popper au sujet de la démocratie. Alors, sa théorie de la démocratie est très simple, elle est facile à comprendre pour tout le monde, mais vous allez voir que son problème est différent de la théorie démocratique habituelle. Donc la théorie démocratique habituelle, c'est la théorie étymologique, hein. Donc on prend les termes démos et kratos et on fait, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors il y a quelque chose de vrai, bien entendu, dans cette définition, mais quand on remonte aux sources de la démocratie, on voit que c'est un peu plus fin et qu'en fin de compte, on est parti sur de mauvaises bases, donc je vous le présente tout de suite. Il y a une théorie qui part de la question qui doit gouverner, et ça c'est une théorie, c'est une question qui revient depuis 2000 ans, depuis Platon on va dire, 2500 ans. Et en fin de compte, c'est une question qui va dévoyer la démocratie. Et nous allons voir que Karl Popper, lui, va nous présenter une théorie de la démocratie qui part d'une autre question, c'est comment éviter les tyrannies. Et ça, c'est à la source du projet démocratique grec, hein, c'était éviter qu'il y ait des gens qui abusent du pouvoir qu'on leur délègue. Alors la théorie de Karl Popper, on va la présenter en trois moments. Le premier moment, c'est on va donc exposer la théorie classique de la démocratie et on va voir les lacunes de cette théorie. C'est la théorie de la règle du peuple. Ensuite, dans un second moment, on va présenter la théorie proprement poppérienne, et on va dire c'est la théorie historique, hein. Elle est défendue aussi par David Deutsch ou de grands penseurs. Et enfin, dans un troisième moment, on essaiera de voir quelle différence pratique cette nouvelle conception de la théorie, elle peut apporter à nos politiques, à nos sociétés. Premier moment donc, la théorie classique. Alors la théorie classique, c'est l'idée que la démocratie, c'est la règle du peuple, c'est la loi du peuple, et que le peuple a le droit de gouverner. Alors pour prétendre que le peuple a ce droit, de nombreuses et diverses raisons ont été données. Mais il n'est pas nécessaire de regarder, d'examiner toutes ces raisons. Au lieu de ça, Karl Popper, lui, il dit qu'on va prendre comme examen le contexte historique de la théorie et de sa terminologie. Donc à l'origine, on peut partir de Platon, qui a été un des premiers théoriciens politiques, et lui, il voulait distinguer les différentes formes politiques, comment on peut gouverner une cité. Donc en fait, il distinguait, comme on distingue habituellement, hein, par rapport au nombre de dirigeants. Alors, il existe la monarchie, donc c'est un seul homme qui gouverne, et son pendant négatif, c'est la tyrannie. Donc la monarchie, c'est un homme bon qui gouverne, et la tyrannie, c'est un homme mauvais. Ensuite, il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs personnes, un groupe, qui gouvernent. Donc là, on obtient l'aristocratie, c'est le règne de quelques hommes qui sont en général bons, et son pendant, c'est l'oligarchie. C'est sa forme déformée, on va dire. C'est un petit groupe de personnes mal intentionnées. Et enfin, il reste une troisième forme, où c'est le plus grand nombre qui dirige, c'est-à-dire la démocratie. Et là, il n'y a ni de bon ni de mauvais côté. La démocratie, c'est toujours mauvais pour Platon. Alors si l'on regarde de plus près cette classification, et si l'on se demande quel problème était au fond de l'esprit de Platon, alors on constate que ce qui est sous-entendu dans cette classification et cette théorie de Platon, et de tous les autres, c'est le même problème: qui doit gouverner? La réponse de Platon était simple, hein, et naïve. Le meilleur devrait régner. Et si possible, le meilleur de tous. Donc le philosophe, en quelque sorte, pour Platon. Mais on voit bien où ça mène, hein.
quand on pose cette question, qui doit gouverner, ben, chacun va avoir sa réponse. Moi, ou ça va être les prolétaires, ou pour d'autres, ça va être les aristocrates, ou ça va être les nobles, ou ça va être les bourgeois, etc. Donc en fait, on rentre, une fois qu'on pose cette question, on rentre dans une zone dangereuse parce qu'elle va dévoyer le principe de la démocratie qui est de se protéger contre toute forme de tyrannie. Et en effet, si on prend, si on porte un regard historique sur la démocratie, ben on s'aperçoit que la pratique athénienne était exactement le contraire. Peu importe qui gouvernait, puisque vous savez très bien qu'il y avait même des tirages au sort. L'essentiel, c'est qu'on pouvait évacuer, on pouvait évincer celui qui avait le pouvoir. D'ailleurs, il y avait un principe qui s'appelait le principe d'ostracisme, qui était très puissant, puisque les personnes, du simple fait d'être populaires, elles étaient chassées de la cité, parce qu'une fois qu'on est populaire, on peut manipuler les gens, et après on peut prendre le pouvoir et dévoyer la démocratie. Donc, les démocrates athéniens considéraient leur démocratie comme une alternative à la tyrannie, à l'arbitraire. Parce qu'en fin de compte, ils savaient très bien qu'un chef populaire peut être investi de pouvoir tyrannique par un vote populaire. Ils savaient donc qu'un vote populaire pouvait être erroné, même dans les questions les plus importantes. Et oui, quand on part du principe qui doit gouverner, on suppose qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jamais se tromper. Le peuple, ou le meilleur, ou le plus sage, ou l'anticapitaliste, ou le capitaliste, etc. Et en fin de compte, on part du mauvais côté. Parce qu'en fin de compte, il faut se rendre compte que les sociétés humaines, elles sont humaines, donc elles vont faire des erreurs, forcément. Il n'y aura jamais de société parfaite, et il n'y aura jamais de gouvernement qui ne fera pas d'erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir corriger ces erreurs et de pouvoir chasser les gens qui pourraient mettre en danger la démocratie, c'est-à-dire le système politique qui permet d'améliorer les lois sans effusion de sang, sans violence. Les Athéniens donc avaient raison. Les décisions prises démocratiquement, et même les pouvoirs conférés à un gouvernement par un vote démocratique, peut se tromper. Il est difficile, voire impossible de construire une constitution qui protège contre les erreurs. C'est l'une des raisons les plus fortes pour fonder l'idée de la démocratie sur le principe pratique d'éviter toute tyrannie. Et ça nous évite de tomber dans des pièges. Quelle est la légitimité, en fin de compte, du peuple à gouverner? Est-ce que c'est la morale? Est-ce que c'est le droit divin? Donc cette théorie de Karl Popper est très puissante puisqu'elle prend en compte ce fait, c'est que les erreurs sont toujours possibles et elles vont toujours exister dans n'importe quel système social, dans n'importe quel système politique. Donc, il faut éviter de recourir au principe de légitimité. C'est un danger, en fin de compte. En fait, il n'y a aucun pouvoir qui est légitime, et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Alors, ce principe de légitimité, il a mené à de grands défauts dans les politiques européennes. Hein. Au Moyen-Âge, donc, ça a été investi, la légitimité, c'était les puissances spirituelles et Dieu. Donc, tout au long du Moyen-Âge, après, on a dû se défaire de ce principe de légitimité. Alors d'abord, il a été remis en cause par la Réforme, hein, puis par la Révolution anglaise de 1648-1649, qui proclama le droit divin du peuple à gouverner. Mais dans cette révolution, le droit divin du peuple fut immédiatement utilisé pour établir la dictature d'Olivier Cromwell. Donc tout le long, le principe de légitimité est un piège. D'ailleurs, un peu après, Karl Marx, qui n'était pas un politicien britannique, était encore dominé par ce vieux problème platonicien. Et il considérait que qui doit
gouverner, qui devrait gouverner, se posait encore. Alors, c'était les bons ou les mauvais, les ouvriers ou les capitalistes? Et même ceux qui rejetaient complètement l'État, au nom de la liberté, ne pouvaient se libérer des chaînes d'un vieux problème mal conçu. Et oui, quand on pense aux anarchistes, c'est-à-dire aux adversaires de toute forme de gouvernement, on peut sympathiser avec leur tentative infructueuse de s'éloigner du vieux problème qui devrait gouverner. Eux, ils disent personne. Et là encore, c'est un. Donc on voit que tout ça, ce problème, ça mène qu'à des mauvaises solutions. Maintenant, nous allons voir, c'est le deuxième moment, nous allons voir la théorie, une théorie plus réaliste, plus proche de la pratique, et surtout qui sera plus utile et plus morale. Alors, dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, Karl Popper a proposé de poser un autre problème, de partir d'un autre problème. Donc il ne faut plus se demander qui doit gouverner, mais comment constituer un État, comment concevoir une société qui permette de se débarrasser des mauvais gouvernants, sans utiliser la violence, sans utiliser l'injustice. Et le deuxième point, c'est comment concevoir une société ou des politiques qui permettent de corriger les lois, qui permettent de changer les lois au cas où elles ne conviennent plus, au cas où elles ne soient pas du tout utiles. Donc on voit, la question qui doit gouverner ne menait qu'à des mauvaises solutions. Même si on disait personne ne doit gouverner, mais en fin de compte c'était un leurre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va gouverner. On ne pourra pas faire une société sans qu'il y ait des gens qui gouvernent, ou alors il faudrait faire des lois. Mais là c'est pareil, on revient au problème initial, qui fait les lois? Donc il faut partir de plusieurs constats. Premièrement, les hommes sont faillibles, ils se trompent, donc on va toujours se tromper, on n'aura jamais de société parfaite, premier point. Deuxième point, c'est terrible à dire, mais en fin de compte, on ne peut pas faire société sans loi, et on ne peut pas faire une société qui repose sur des lois sans personne qui surveille l'exercice de ces lois. Donc on ne peut pas concevoir une société sans gouvernement, sans qu'il y ait des gens qui gouvernent et d'autres qui sont gouvernés. Mais vous allez voir que la démocratie, justement, elle va permettre d'éviter tous les problèmes qui peuvent mener à un abus de pouvoir par le contrôle. Alors, elle ne dit pas qu'il n'y aura jamais d'abus de pouvoir, la démocratie. La démocratie, elle dit dès qu'il y aura un abus de pouvoir, eh ben en fin de compte, on va se donner les moyens pour changer la loi ou alors pour évincer la personne qui abuse de son pouvoir. Alors maintenant, donc c'est une théorie beaucoup plus réaliste parce que c'est pas un problème abstrait qui doit gouverner, c'est un problème tout à fait pratique, presque technique. Et les soi-disant démocraties modernes sont sans doute de bons exemples de solutions pratiques à ce problème. Comment éviter que des tyrannies s'installent ou que des mauvaises lois perdurent. Donc, les sociétés modernes adoptent toutes ce qui est la solution la plus simple au nouveau problème, c'est-à-dire le principe selon lequel le gouvernement peut être renversé par un vote majoritaire. Le paradoxe de nos sociétés modernes, c'est que dans les faits, donc dans la pratique, nous avons bien une démocratie qui ressemble à celle qui avait été inaugurée par les Grecs, par Périclès, à part qu'elle n'est pas tout à fait directe, elle n'est pas toujours directe, mais à l'époque c'était un peu pareil, tout n'était pas par un vote direct, tout ne se faisait pas par ça. Et d'un autre côté, on peut voir que les gens ont dans leur tête une théorie, c'est celle de Platon, à dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, de tous. Alors qu'on sait que ce n'est pas possible. La plupart des gens ont en tête, voudraient une démocratie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes décident, que tout le monde décide, et qu'il n'y ait jamais d'erreur, et que tout soit parfait, qu'il n'y ait jamais de corruption. Mais tout ça, c'est pas ce qu'implique la démocratie. Ça, c'est toutes les idéologies politiques, elles reposent sur ces idées. Donc on a une certaine contradiction entre la démocratie telle qu'elle s'exerce et telle qu'elle doit s'exercer, et la représentation qu'on en a.
Même des intellectuels vont imaginer la démocratie comme un modèle parfait, on va dire, de la relation entre les hommes. Mais là où se trouve la valeur de la démocratie, c'est l'inverse. C'est qu'elle dit personne n'est parfait, les lois ne sont pas parfaites, on va se tromper, donc on va se donner tous les moyens pour pouvoir se corriger. Comme le feraient des scientifiques. Pour améliorer leurs connaissances, ils savent qu'ils n'ont pas la vérité, et donc ils cherchent, ils vont améliorer petit à petit leur théorie. Eh bien c'est pareil pour les sociétés démocratiques. Alors Karl Popper, justement, il essaye de décrire cette pratique. Ce n'est pas une théorie, il ne défend pas une théorie de la loi du peuple, du gouvernement du peuple. Mais il défend l'idée d'un état de droit. Cet état de droit, il permet le renvoi du gouvernement par un vote majoritaire. Et il permet aussi, cet état de droit, de changer les lois, de se corriger quand on se trompe. Alors cette théorie de Karl Popper, elle est très puissante parce qu'elle évite les paradoxes et elle évite les difficultés sans fin de l'ancienne théorie. Par exemple, il y avait des problèmes tels que faut-il faire si jamais le peuple vote pour établir une dictature? Bien sûr, cela n'est pas susceptible de se produire si le vote est libre. Mais c'est arrivé. Et si ça arrivait encore? La plupart des constitutions exigent en fait bien plus qu'un vote à la majorité pour amender ou changer les dispositions constitutionnelles. Et ils exigeraient donc peut-être une majorité des 2/3 ou même des 3/4 pour un vote contre la démocratie. Mais cette demande montre qu'il prévoit un tel changement. C'est-à-dire, on imagine que c'est possible. C'est vrai que les gens pourraient voter pour une dictature, pour voter pour un dictateur. Mais en même temps, il ne se conforme pas au principe selon lequel la volonté de la majorité est la source ultime du pouvoir. Et la démocratie, c'est le seul régime politique qui peut légitimer son renversement. C'est-à-dire, si les gens votent pour un dictateur, et ben, au fur et à mesure, si tout le monde veut un dictateur, ben, il y aura à terme un dictateur. Et il n'y aura pas besoin de mettre de violence. Par contre, n'importe quel autre système politique, on ne peut pas le renverser sans violence, sans effusion de sang. Alors toutes ces difficultés, donc, elles sont éliminées si on abandonne la question qui doit gouverner. Et si on la remplace par ce nouveau problème pratique et concret, comment pouvons-nous éviter au mieux les situations dans lesquelles un mauvais dirigeant fait trop de mal ou des lois font trop de mal? Lorsque nous disons que la meilleure solution que nous connaissons est une constitution qui permette à un vote majoritaire de destituer le gouvernement, nous ne disons pas que le vote majoritaire aura toujours raison. Pas du tout. Nous ne disons même pas que ce serait généralement juste. Nous disons seulement que ce procédé, très imparfait, est le meilleur inventé jusqu'ici. D'ailleurs, on peut rappeler la phrase de Winston Churchill, qui disait que la démocratie est la pire forme de gouvernement, mais à l'exception de toutes les autres formes connues de gouvernement qui sont encore pires. Et c'est là le point cardinal. Quiconque a jamais vécu sous une autre forme de gouvernement, c'est-à-dire si quelqu'un a vécu sous une dictature, qui ne peut pas être renversée sans effusion de sang, saura qu'une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, vaut la peine d'être défendue. Et je crois, vaut la peine de mourir pour elle. Et je considère qu'il est mal d'essayer d'en persuader les autres. Ça, c'est pas bien quand il y a des gens qui te persuadent qu'il faut mourir pour une cause, ça c'est jamais bon. Alors, nous pourrions baser toute notre théorie sur ceci, qu'il n'y a que deux alternatives connues à nous. Donc, en politique, soit c'est une dictature, une certaine forme de dictature, soit une certaine forme de démocratie. Et en fait, on ne choisit pas la démocratie parce qu'on dit que ça va être un modèle parfait. Non. On a cette alternative, dictature ou démocratie. Mais on prend la démocratie parce que la dictature, on sait que ça repose sur la méchanceté et que ça repose sur des actions injustes, mauvaises, néfastes pour les hommes.
Ça ne veut pas dire que la démocratie fera toujours des choix justes, mais ça veut dire qu'elle ne repose pas sur un principe d'injustice. Alors, un dictateur, hein, il peut faire un mauvais usage de son pouvoir. Même s'il était bienveillant, il priverait tous les autres de leurs responsabilités, et donc de leurs droits et devoirs humains. C'est une base suffisante pour se prononcer en faveur de la démocratie. La démocratie, elle est envisagée, là, comme un état de droit qui permet de se débarrasser du gouvernement ou des lois. Aucune majorité, aussi large soit-elle, ne doit être qualifiée pour renoncer à cet état de droit. Une fois que nous avons à l'esprit ces deux théories, la théorie classique de la démocratie comme gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et de l'autre, la démocratie comme moyen, dispositif pour éviter les tyrannies et pour permettre de changer les lois, une fois que nous avons cette alternative, on peut évaluer, par exemple, une situation, la représentation proportionnelle. Est-elle ou non bénéfique? Alors Platon était un adversaire, un farouche adversaire de la démocratie. Donc souvent les gens donc, qui s'approprient cette théorie platonicienne de la démocratie, on va l'appeler l'ancienne théorie, et elle est liée à la croyance selon laquelle le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple constitue un droit naturel. Ou pour certains, c'est même un droit divin. Alors tout ça, ça forme l'arrière-plan de l'argumentation habituelle en faveur de la représentation proportionnelle. En effet, si le peuple gouverne par l'intermédiaire de ses représentants, et s'il gouverne à la majorité des voix, alors il est essentiel que la répartition numérique de l'opinion parmi les représentants reflète le plus fidèlement possible celle qui prévaut parmi ceux qui sont la véritable source du pouvoir légitime, le peuple lui-même. Tout le reste sera non seulement grossièrement injuste, mais contraire à tous les principes de justice. Alors cet argument s'effondre si l'ancienne théorie est abandonnée, de sorte que nous pouvons examiner plus sereinement et peut-être sans trop de préjugés les conséquences pratiques inévitables, et peut-être involontaires, de la représentation proportionnelle. Et on va voir qu'ils peuvent être dévastateurs. Donc la représentation proportionnelle va à l'encontre de la pratique démocratique, des principes de la démocratie. Tout d'abord, la représentation proportionnelle confère, ne serait-ce qu'indirectement, un statut constitutionnel aux partis politiques qu'ils n'obtiendraient pas autrement. Donc déjà, ça c'est limite. En effet, je ne peux plus choisir une personne en qui j'ai confiance pour me représenter, je ne peux choisir qu'un parti. Et les personnes qui peuvent représenter le parti ne sont choisies que par le parti. Et si les personnes et leurs opinions méritent toujours le plus grand respect, les opinions adoptées par les partis ne s'identifient pas aux opinions humaines ordinaires. Elles sont des idéologies, tout le monde le sait. Dans une constitution qui ne prévoit pas de représentation proportionnelle, les partis n'ont pas du tout besoin d'être mentionnés. Il n'est pas nécessaire de leur donner un statut officiel. L'électorat de chaque circonscription envoie son représentant personnel à la Chambre. Qu'il soit seul ou qu'il s'associe avec d'autres pour former un parti, c'est à lui de décider. C'est une affaire qu'il devra peut-être expliquer et défendre auprès de son électorat. Son devoir est de représenter au mieux les intérêts de toutes les personnes qui le représentent. Ces intérêts seront dans presque tous les cas identiques à ceux de tous les citoyens du pays, de la nation. Tels sont les intérêts qu'il doit poursuivre au mieux de ses connaissances. Il est personnellement responsable envers les personnes. C'est le seul devoir et la seule responsabilité du représentant qui doivent être reconnus par la Constitution. S'il considère qu'il a également un devoir envers un parti politique, cela doit être dû uniquement au fait qu'il estime que, grâce à ses liens avec ce parti, il peut mieux s'acquitter de son devoir principal que sans le parti. Par conséquent, il est de son devoir de quitter le parti chaque fois qu'il se rend compte qu'il peut mieux accomplir son devoir principal sans ce parti ou peut-être avec un autre parti. Tout cela est supprimé si la Constitution de l'État incorpore la représentation proportionnelle.
car en vertu de la représentation proportionnelle, le candidat se présente aux élections uniquement en tant que représentant d'un parti, quel que soit le libellé de la Constitution. S'il est élu, il l'est principalement, sinon uniquement, parce qu'il appartient et représente un certain parti. Ainsi, sa loyauté principale doit être envers son parti et envers l'idéologie du parti, et non pas envers son électorat, envers les gens qui l'ont élu. Il ne peut donc jamais être de son devoir de voter contre son parti. Au contraire, il est moralement lié au parti dont il a été le représentant au Parlement. Et dans le cas où il ne pourrait plus concilier cela avec sa conscience, il serait, à mon avis, de son devoir moral de démissionner non seulement de son parti, mais du Parlement, même si la constitution du pays ne lui impose pas une telle obligation. En fait, le système sous lequel il a été élu lui enlève sa responsabilité personnelle. Cela fait de lui une machine à voter plutôt qu'une personne pensante et sensible. À mon avis, c'est en soi un argument suffisant contre la représentation proportionnelle. Car ce dont nous avons besoin en politique, ce sont des individus qui peuvent juger par eux-mêmes et qui sont prêts à assumer leurs responsabilités personnelles. De tels individus sont difficiles à trouver dans n'importe quel système de parti, même sans représentation proportionnelle. Et il faut admettre que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de nous passer des partis. Mais si nous devons avoir des partis, nous ferions mieux de ne pas, par notre constitution, ajouter délibérément à l'asservissement de nos représentants à la machine du parti et à l'idéologie du parti en introduisant la représentation proportionnelle. La conséquence immédiate de la représentation proportionnelle est qu'elle aura tendance à augmenter le nombre de partis. Cela, à première vue, peut sembler souhaitable. Plus de partis signifie plus de choix, plus d'opportunités, moins de rigidité, plus de critiques. Cela signifie aussi une plus grande répartition de l'influence et du pouvoir. Cependant, cette première impression est totalement erronée. L'existence de nombreux partis signifie essentiellement qu'un gouvernement de coalition devient inévitable. Et là, qu'est-ce que ça signifie ? Des difficultés dans la formation de tout nouveau gouvernement et dans le maintien d'un gouvernement ensemble pour une durée indéterminée. Et donc, s'il y a des coalitions, eh bien, il y aura moins de critiques, puisqu'il y a des partis opposés qui vont travailler avec le parti principal. Donc ça, c'est le premier point néfaste. Un second point très néfaste, c'est ce qu'on pourrait appeler la règle de la minorité. Un gouvernement de coalition signifie le plus souvent que les petits partis peuvent exercer une influence disproportionnée. Et souvent, ça peut être très décisif, à la fois sur la formation d'un gouvernement et sur sa démission, et ainsi de suite sur toutes ces décisions. Plus important que tout, troisième point, cela signifie le déclin de la responsabilité. Car dans un gouvernement de coalition, la responsabilité de tous les partenaires de la coalition est réduite. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est responsable, il n'y a personne. S'il y a des erreurs qui sont faites, il y a tellement de monde qu'en fait on ne saura pas d'où elles viennent les erreurs et ce sera plus difficile de les corriger. En conséquence, le jour du scrutin, aucun parti n'est révoqué, aucun n'est condamné. En conséquence, personne ne considère le jour des élections comme un jour du jugement. C'est ça qui est essentiel. Une élection, c'est pas qu'on va choisir quelqu'un, c'est qu'on va juger aussi ceux qui ont gouverné pendant un certain temps. L'élection, c'est un jour où le gouvernement responsable doit rendre compte de ses actes et de ses omissions, de ses succès et de ses échecs. Et où une opposition responsable critique ce bilan et explique quelles mesures le gouvernement aura dû prendre et pourquoi. Ainsi, du point de vue de la nouvelle théorie, de cette théorie de Karl Popper, qui en fait est une théorie qui remonte à Périclès. Le jour des élections, ça devrait être un jour de jugement. Comme l'a dit Périclès d'Athènes vers 430 avant Jésus-Christ, bien que seuls quelques-uns puissent être à l'origine d'une politique, nous sommes tous capables de la juger. Bien sûr, c'est vrai, nous pouvons mal juger. Et en fait, nous le faisons souvent, on juge, on se trompe dans nos jugements. Mais
Si nous avons vécu la période de pouvoir d'un parti et ressenti ses répercussions, nous avons au moins quelques qualités pour juger. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de trouver des solutions politiques, de nouvelles idées politiques, mais on est tous capables de juger une idée politique, surtout si elle a été mise en œuvre. Parce que là, on a pu la vivre. Tout cela suppose que le parti au pouvoir et ses dirigeants étaient entièrement responsables de ce qu'ils faisaient. Ceci, à son tour, présuppose un gouvernement majoritaire. Mais, vous avez compris maintenant, avec la représentation proportionnelle, même dans le cas d'un parti unique gouvernant à la majorité absolue et chassé par une majorité de citoyens désenchantés, le gouvernement ne peut pas être renversé. Il chercherait plutôt le plus petit parti assez fort pour continuer à gouverner avec son aide. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant combien 15 ans ou peut-être 20 ans, Angela Merkel a gouverné l'Allemagne. En théorie, en plus très éloigné de représenter la volonté du peuple. Pour conclure, nous allons défendre la vision d'un système bipartite par opposition à un système proportionnel. En effet, afin de rendre probable un gouvernement majoritaire, nous avons besoin de quelque chose qui se rapproche d'un système bipartite, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Étant donné que l'existence de la pratique de la représentation proportionnelle rend une telle possibilité difficile à atteindre, Karl Popper suggère que dans l'intérêt de la responsabilité parlementaire, il suggère que nous devrions résister à l'idée, peut-être tentante, que la démocratie exige la représentation proportionnelle. Au lieu de cela, nous devrions tendre vers un système bipartite, ou du moins vers une approximation de celui-ci, car un tel système encourage un processus continu d'autocritique par les deux parties. Alors, c'est sûr, un tel point de vue provoquera des objections fréquemment exprimées contre le système bipartite qui mérite d'être examiné. Alors, certains disent « un système bipartite réprime la formation d'autres partis ». C'est correct. Mais des changements considérables sont apparents au sein des deux grands partis en Grande-Bretagne ainsi qu'aux États-Unis. La répression ne doit donc pas être un déni de flexibilité. Le fait est que dans un système bipartite, le parti vaincu est susceptible de prendre au sérieux une défaite électorale. Elle peut donc rechercher une réforme interne de ses objectifs, qui est une réforme idéologique. Si le parti est battu 2 fois de suite, voire 3 fois, la recherche d'idées nouvelles peut devenir effrénée, ce qui est évidemment une évolution saine. Cela est susceptible de se produire, même si la perte de voix n'a pas été très importante. Alors que dans un système avec de nombreux partis et avec des coalitions, cela n'est pas susceptible de se produire. Surtout lorsque la perte de voix est faible. Les chefs de parti et l'électorat sont enclins à accepter le changement en silence. Ils considèrent cela comme faisant partie du jeu. Donc une démocratie, elle a besoin de partis plus sensibles que cela, et si possible constamment en alerte. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront être amenés à faire leur autocritique. Alors, dans l'état actuel des choses, le penchant à l'autocritique, après une défaite électorale, est beaucoup plus prononcé dans les pays à système bipartite que ceux où il y a plusieurs partis. Dans la pratique, un système bipartite est donc susceptible d'être plus flexible qu'un système multipartite, contrairement aux premières impressions, contrairement à nos premières intuitions. On dit aussi, deuxième argument, la représentation proportionnelle donne à un nouveau parti une chance de se lever. Sans cela, les chances sont très réduites. Et la simple existence d'un tiers peut grandement améliorer les performances des deux grands partis. Mais que se passe-t-il si 5 ou 6 de ces nouveaux partis émergent ? Comme nous l'avons vu, même un petit parti peut exercer un pouvoir tout à fait disproportionné s'il est en mesure de décider lequel des deux grands partis il rejoindra pour former un gouvernement de coalition. Troisième chose, on entend certains dire « un système bipartite est incompatible avec l'idée d'une société ouverte, avec l'ouverture aux nouvelles idées et avec l'idée du pluralisme ». Ce qu'on peut leur répondre, c'est
la Grande-Bretagne et les États-Unis sont très ouverts aux nouvelles idées. Une ouverture totale serait bien sûr vouée à l'échec, tout comme une liberté totale. L'ouverture culturelle et l'ouverture politique sont également deux choses différentes. Et plus important même que l'ouverture de plus en plus large du débat politique peut être une attitude appropriée envers le jour du jugement politique. C'est très important de faire comprendre aux gens que l'élection est un jour de jugement plutôt qu'un jour de choix.